L'image du Romain, passant son temps dans les lieux de spectacle, théâtre, cirque, amphithéâtre, quand il n'est pas attablé à quelque banquet, participant à quelque orgie ou en train de se délasser dans les thermes, est une image tenace, enracinée dans les esprits par la célèbre parole de Juvénal qui prétendait que le peuple romain, je cite, ne souhaite plus anxieusement que deux choses, du pain et des jeux. Cette image n'est que partiellement exacte et ne concerne qu'une fraction limitée de citoyens. En fait, il n'y a pas de mot en latin pour désigner le loisir. L'étymologie, certes, vient du latin, mais du verbe licere, qui veut dire ce qui est permis, ce qui reste très vague évidemment comme notion relative au loisir. Et le terme qu'on utilise trop souvent à Rome est otium. Mais ce mot n'est que l'inverse de negotium, qui désigne le travail, les affaires, politiques ou économiques, et il s'agit donc, l'otium, du temps libre. Les Romains aiment les balises. À l'époque classique et ensuite, la journée se divise en deux blocs. Le matin est consacré au travail et aux affaires de la journée, et ça commence dès le lever du soleil. L'après-midi est réservé au temps libre, c'est-à-dire que à midi, quand le soleil est au zénith, un coup de trompette retentit au Capitole et on sait que l'on passe au temps de l'otium. Celui-ci peut être occupé à des occupations nobles, intellectuelles pour les citoyens de la classe supérieure, telles que l'écriture ou la poésie, tandis que le peuple préférera s'attabler dans les tavernes, jouer aux dés, à d'autres jeux, bavarder sous les portiques, le Romain est un bavard, et quant au spectacle, ils ne se déroulent que les jours de fêtes religieuses et sont une manière d'honorer les dieux. Pas question, comme nous, d'aller au théâtre le soir pour se distraire. Il est vrai que ces jours fériés sont de plus en plus nombreux, un tiers des jours de l'année sous la République et progressivement jusqu'à la moitié sous l'Empire. Le Romain, il est vrai, ne travaille pas, tout au moins pour celui qui est de haute condition. Au quotidien, notre citoyen de la haute société trouvera plaisir à la conversation avec des auteurs d'œuvres littéraires ou philosophiques, peut-être même à écrire lui-même quelque ouvrage dont il donnera la lecture lors de récitations. Ces récitations sont des sortes de cérémonies mondaines où quelqu'un qui croit avoir une bonne plume et qui a écrit quelque chose va en donner lecture aux autres personnes de la bonne société qu'il connaît. Donc il lance des invitations, il loue une salle, il s'échauffe la voix en mangeant des poireaux à l'huile et en portant des foulards de laine, et puis quand tout le monde est réuni, eh bien, il offre le spectacle de son œuvre à ses amis. Ceux-ci sont d'ailleurs plus ou moins polis, arrivent en retard parfois, bavardent, somnolent pour certains, mais dans l'ensemble s'abstiendront de critiquer. Et l'auteur sera chaleureusement applaudi parce que chacun des auditeurs souhaite recevoir le même accueil quand à son tour il donnera la lecture de ses œuvres. Le loisir ne s'exerce pas seulement en ville, il se trouve surtout en villégiature. Les plus riches des citoyens possèdent plusieurs villas qui sont comme autant de palais, rappelant ceux des souverains orientaux, avec des bâtiments décorés avec raffinement, des jardins qui invitent à la promenade, où les buis taillés, les bonsaïs se mêlent aux rocailles, aux fontaines, à l'eau rafraîchissante, aux bassins, dont certains sont de véritables piscines, à toute une végétation méditerranéenne minutieusement maîtrisée, qui rappelle que le maître des lieux est aussi, quelque part, celui de l'univers. À l'intérieur, des bibliothèques, des salles à manger, d'été et d'hiver, des œuvres d'art multiples, confèrent à l'ensemble un véritable art de vivre. Nous connaissons, par exemple, mais on pourrait en prendre beaucoup, la villa de Pison à Herculanum. Pison est le beau-père de Jules César. Il est très riche,
Et il a fait construire ce qu'on appelle la villa des papyrus, parce qu'on y a retrouvé des papyrus calcinés, après l'éruption du Vésuve, d'auteurs dont nous avions perdu les textes, et c'est un travail de savant qui s'opère évidemment pour les déchiffrer. Carpizon avait aménagé une bibliothèque évidemment très riche, mais aussi un véritable musée. Sa villa était remplie d'œuvres d'art de toutes sortes, et notamment autour de son fameux péristyle, qui était long de 100 mètres, avec un bassin au milieu, et qui conduisait jusqu'à un promontoire qui dominait la mer. C'est là qu'il avait invité le philosophe épicurien Philodème de Gadara, qui enseignait à des disciples tout en se promenant le long du portique, en admirant les nombreuses statues et œuvres d'art qui le peuplaient. Le golfe de Naples notamment, et particulièrement la ville de Baye, sont des lieux de villégiature très prisés, quand il faut fuir la touffeur romaine, surtout. Les élégantes se promènent dans des barques décorées aux proues argentées ou dorées, on y donne des concerts sur l'eau, on s'y enivre le long des plages, on s'adonne au plaisir de la chair derrière les bosquets, comme à Versailles au temps de Louis XIV, on y pratique aussi le thermalisme. Les plus riches aiment également voyager. Et les destinations préférées sont les 7 merveilles du monde, notamment l'Égypte. Et on n'hésitait pas à inscrire son nom sur les pyramides, une maladie qui date de loin. L'Asie mineure, les îles de la mer Égée, il existe même des guides touristiques que l'on appelle des périples. Mais les loisirs les plus courants sont caractérisés par les thermes. Ceux-ci sont un des marqueurs les plus nets de la civilisation romaine. Leur mot est d'origine grecque et s'inspire des gymnases, mais l'esprit en est très différent. Il s'agit de véritables complexes de loisirs qui ne se développent qu'à partir du début de l'Empire et où se presse environ 2 heures par jour, chaque après-midi, une grande partie de la population. Il s'agit de véritables palais, palais du pauvre, dans lequel celui-ci oublie un peu les tracas de sa modeste condition et s'y trouve environné d'un grand luxe voulu par l'empereur. Lumière filtrée par des vitraux d'albâtre, marbre, œuvres d'art, plus toutes les commodités du bain, qui n'a pas cessé d'exister pour autant. Mais il faut bien distinguer les bains et les thermes. Les bains préexistaient, les thermes ne sont une invention que de l'époque d'Agrippa. On y trouve les mêmes commodités, les vestiaires, les bains chauds, les bains tièdes, la salle tiède, les bains froids, évidemment, la piscine d'eau froide, parfois dans des mesures la plus complètes, les plus grands thermes, ceux de Caracalla, et mieux ceux de Dioclétien. La piscine des thermes de Dioclétien pouvait accueillir 1500 baigneurs à la fois. On y trouve en outre terrain de sport, lieux de promenade, bibliothèque, tout ce qui permet de participer un peu de la puissance de Rome. Les thermes sont un lieu de mixité sociale. C'est un des rares endroits, avec le forum et encore, où les citoyens modestes peuvent croiser les citoyens importants. Tout le monde s'y retrouve dans le plus simple appareil, même l'empereur. Et nous avons à ce sujet une anecdote qui nous montre que l'empereur pouvait se mêler, évidemment, à l'ensemble de la population. Il s'agit de l'empereur Adrien, en l'occurrence, qui va au terme et il voit un vieillard, certes très indigent, qui se frotte contre le mur pour éliminer la poussière et se nettoyer avant d'aller au bain. Et il n'a pas les instruments du bain, il n'est pas assez riche pour ça, c'est-à-dire le strigile qui permet de se gratter les membres pour enlever cette poussière. Or, cet homme est un ancien militaire, il a servi Rome. Et l'empereur lui demande qui il est, ce qu'il a fait, et ordonne qu'on lui donne tous les
éléments propres au bain, le strigil, l'huile nécessaire, etc. Le lendemain ou quelques jours après, l'empereur Adrien retourne aux thermes. Et là, dès qu'on l'aperçoit, une dizaine de vieillards, n'est-ce pas, se mettent contre le mur et se frottent le dos joyeusement. Alors l'empereur s'arrête, les regarde et leur dit puisque vous êtes plusieurs, frottez-vous le dos les uns les autres. Les thermes sont un endroit particulièrement animé et bruyant, avec les cris des baigneurs qui résonnent sous les voûtes, la voix de ceux qui ont besoin de chanter quand ils sont dans l'eau, les cris de ceux qui sont livrés aux mains des esclaves qui épilent. C'est également un grand lieu de sensualité. Le baigneur qui se croit poète récite ses vers à un petit auditoire dans un coin. Mais s'il vient à passer une jeune beauté, particulièrement bien dotée par la nature, aussitôt le poète est délaissé et voit ses auditeurs courir pour tenter leur chance. Si le matin, revêtu de sa toge, costume officiel du citoyen, celui-ci affiche un corps maîtrisé, les thermes sont le lieu du corps relâché. La nudité, qui serait impensable, notamment pour les jeunes lors de leur éducation civique, comme elle l'était dans les gymnases grecs, devient normale à l'heure du loisir. Et c'est une différence intéressante avec les Grecs. Ce sont les jeunes citoyens qui se forment à leur métier de citoyen grec dans les gymnases et qui apprennent nus à faire du sport. À Rome, c'est impensable. Le citoyen, nous l'avons déjà dit, doit avoir un corps maîtrisé et bien soigné et donc vêtu de sa toge. En revanche, à l'heure du bain, il est normal d'être nu. Par conséquent, les thermes sont vraiment un marqueur de cette mentalité romaine. L'ordre social y est partiellement aboli. Non pas totalement, puisque les riches ont des esclaves qui restent à leur service pour satisfaire leurs moindres désirs. Mais les pauvres, malheureusement, sont souvent réduits au rôle de parasites et quêtent d'abord une invitation à dîner. Car les dîners, la fameuse kéna, les Romains ne prenaient qu'un seul vrai repas par jour, et à partir de 16 heures environ, après les thermes, les dîners sont donc un loisir qui n'appartient qu'aux riches. Pourquoi ? Parce que ces riches possèdent une domus, une maison, avec une cuisine, des esclaves cuisiniers. Le pauvre, s'il ne veut pas être réduit à faire réchauffer un mauvais morceau sur son brasero dans sa misérable mansarde, fait tout pour tenter de se faire inviter. Il est même capable de suivre le riche aux latrines, aux thermes par exemple, latrines qui sont communes, pour lui faire la conversation jusqu'à le lasser et obtenir enfin la parole salvatrice « Viens dîner » pour se débarrasser de lui, en quelque sorte. La frugalité qui caractérisait les premiers Romains reste vraie pour la plupart de la population. Les Grecs se moquaient volontiers des Romains et les traitaient de mangeurs de bouillie. Le pain deviendra ensuite la nourriture essentielle, accompagnée d'une mauvaise piquette. Le pain et le vin sont les fondements d'une nourriture civilisée, parce qu'ils résultent d'une transformation des fruits de la terre. Tout le monde n'est pas le riche général Lucullus. Lucullus qui possédait des jardins à Rome dans lesquels il avait fait aménager différents lieux, différentes salles à manger, et à chaque salle à manger était dévolu un menu, un type de menu d'un prix qui pouvait varier évidemment suivant les salles à manger et donc suivant les invités. Et il lui suffisait à notre Lucullus de dire aux esclaves quand il recevait des invités, eh bien nous mangerons dans la salle à manger Apollon. Et l'esclave savait quel menu il fallait servir et évidemment quel prix il fallait y consacrer. Un jour, Lucullus est seul chez lui et les esclaves lui apportent une modeste nourriture. Et Lucullus s'emporte, se fâche, et l'esclave lui dit « Mais il n'y a pas d'invité, maître ». Et Lucullus répond « Ne savais-tu pas que ce soir, Lucullus dînait chez Lucullus ?» Parfois, les grands banquets étaient suivis de la commissatio, c'est-à-dire d'une sorte de beuverie organisée, mais heureusement, ce n'était pas tous les jours.
Quelques escargots et une salade pouvaient faire le dîner de Pline, qui s'étonne cependant que ses invités n'aient pas daigné venir. Les Romains préféraient les consistances molles aux consistances craquantes. Les viandes étaient d'abord bouillies. Et ils appréciaient le mélange du sucré et du salé, relevant le goût des plats d'une multitude d'épices et de sauces, dont la plus célèbre était le garum, obtenu à partir de la dessiccation des entrailles de poisson séchées au soleil et qui ressemble fort au nwokmam. On utilisait le garum de l'entrée au dessert. La nourriture était présentée en petits morceaux que l'on prenait avec les doigts de la main droite, la main pure en quelque sorte, la dextra, et en étant allongé sur le lit de banquet, appuyé sur le coude gauche. Cette cuisine ressemblait sans doute à ce qu'est aujourd'hui la cuisine chinoise. Le vin est également une boisson qui symbolise le sang et la vie. Il ne ressemble guère à celui que nous buvons. Il est très alcoolisé. On disait qu'il suffisait d'approcher une coupe de falerne pure d'une flamme pour qu'il prît feu. Et il était donc consommé coupé d'eau, mais plutôt d'eau de mer, conservée en amphore et chauffée. En outre, il est généralement aromatisé à la rose, à la violette, au miel. C'est dire que le goût en était bien différent. Lors de la commissatio, l'enivrement général est dirigé par le maître du banquet qui décide du nombre de coupes que chacun va boire. Un nombre toujours forcément impair, comme l'est le nombre des convives, qui ne doit pas être trop important. Le proverbe disait « 5 convives repas, 9 convives fracas ». Ces grands repas s'accompagnent d'une symbolique précise et dont il ne faut pas perturber le déroulement. La salle à manger, pièce sacrée, placée sous la protection des dieux, représente l'univers, et le temps du repas, le maître de maison qui reçoit est un peu l'égal de Jupiter. Avant d'entrer dans cette pièce particulière, il faut revêtir une tunique libre et bannir toute ceinture, ou lacet de chaussure, dont les nœuds viendraient interrompre le flux magique qui parcourt l'univers. Il faut aussi saluer le lard de la maison et faire des ablutions. Le sol symbolise le monde des morts et toute nourriture qui tombe à terre leur est réservée. Il ne faut pas la ramasser avant la fin du banquet. On connaît l'histoire de Trimalchion et un de ses esclaves apporte à ce moment-là un plat qu'il laisse tomber par maladresse par terre. Aussitôt, Trimalchion demande que l'esclave soit fouetté quand il le voit se baisser pour essayer de ramasser la nourriture. Alors les commentateurs croient que Trimalchion est un bourreau, un maître sans pitié vis-à-vis de cet esclave qui n'est au fond guère responsable. En fait, pas du tout. La nourriture est tombée au sol et la ramasser porterait malheur à toute l'assistance puisque ce serait enlever le pain, si je puis dire, de la bouche des morts. Enfin, ce grand repas est un opéra. Tous les sens sont sollicités, y compris la vue et l'ouïe, par des danseuses, des musiciens, des poètes qui viennent charmer les convives de leur art. La kéna, la scène, obéit donc à un rituel qui mélange le profane et le sacré. Pour l'ensemble de la population, le vrai loisir festif est celui qui se déroule dans les différents lieux de spectacle des jours de fêtes religieuses. Le plus ancien, le plus caractéristique de Rome, est celui que l'on donne au cirque, à savoir les courses de chevaux et de chars. Il rappelle, dit la légende, ces courses effrénées auxquelles se livrait Romulus avec ses compagnons. Ces spectacles ne viennent pas de Grèce ou d'Orient, comme ceux donnés au théâtre ou à l'amphithéâtre. Sous l'Empire se développera même toute une symbolique. Le cirque représente l'image du ciel. Les 12 loges de départ sont les 12 mois de l'année. Les 4 factions, représentées par des couleurs différentes, figurent les 4 saisons. Les bornes placées à chaque extrémité de la spina, le mur central, sont les points symétriques de lever et de coucher du soleil, tandis que l'obélisque implanté en son centre représente l'axe du monde. Mais le spectacle du cirque est surtout un grand moment de liesse populaire. Tôt le matin,
la foule se presse à l'entrée du cirque. On boit, on parle, on loue un coussin pour la journée, parce que les gradins sont un peu durs. On attend les magistrats pour les acclamer ou leur jeter des pommes. Jadis, c'était des pierres, mais une loi a adouci en quelque sorte la colère des hommes. La procession descend du Capitole et se dirige vers le grand cirque en passant par le Forum Boarium. Toutes les maisons sont décorées. Voiles, tableaux, statues. Le cortège des magistrats s'avance, celui des sénateurs, l'édile Curule qui donne les jeux sur un char tiré par 4 chevaux blancs en toche pourpre. Puis viennent les adolescents, 14-15 ans, fils de chevaliers, qui précèdent les attelages qui doivent courir. Les cochers des 4 factions sont en habits militaires, avec cuirasse. Puis viennent les athlètes en pagne, le chœur des danseurs, en tunique écarlate, avec une épée au côté, une lance à la main, un casque à panache. Puis, voici les joueurs de flûte, sitar, luth. Puis les danseurs en peau de bouc, d'autres déguisés en satyre, en silène, qui font rire la foule. Puis viennent les prêtres et les musiciens, avec des offrandes sur des plateaux. Enfin, les pontifes, précédant les statues des dieux en ivoire couronnés d'or. Jupiter, Junon et Minerve ont droit à des chars recouverts d'argent et d'ivoire. Le cortège entre au cirque, fait le tour, sous les cris de la foule, et après les sacrifices rituels, car c'est une fête religieuse, des héros à cheval proclament l'ouverture des jeux et annoncent les courses. L'ambiance est particulièrement chaude. Ce ne sont que cris, bagarres, évanouissements, surtout pour les perdants dans les paris. Il peut y avoir jusqu'à 25 courses le même jour, c'est-à-dire que le spectacle dure 14 ou 15 heures d'affilée. Les cochers sont d'immenses vedettes. Il peut même arriver qu'on leur érige des statues. Le théâtre, lorsqu'il est influencé par la comédie et la tragédie, venue de Grèce, est un peu moins apprécié du peuple. Mais il existe un théâtre latin d'origine rurale, issu d'une sorte de carnaval avec des déguisements de jeunes gens, des farces satiriques avec des personnages grotesques comme dans la Commedia dell'arte, avec vieillards stupides, goinfres, rusés, etc. Et ces personnages rappellent l'inversion du monde des jours de fête. À l'époque classique, le peuple apprécie de plus en plus des petits intermèdes théâtraux comiques qui ressemblent beaucoup à notre théâtre de boulevard. On les appelle des mimes, mais il s'agit de pièces qui ont un texte, à la différence de notre mime à nous, et à la différence donc de la pantomime qui correspond à ce que nous appelons mime. Et cette pantomime est dépourvue de texte. Tout le monde connaît l'histoire en général, qui est rappelée avant le début de la représentation, et l'essentiel de celle-ci repose sur la gestuelle, la musique et une mise en scène souvent grandiloquente. On a même vu, par exemple, pour les besoins de l'histoire, précipiter du haut du décor sur la scène un pauvre esclave voué à la mort, puisque le personnage qu'il représentait se jetait dans le vide. On remarque donc que dans le théâtre latin, au fil du temps, le texte a tendance à disparaître, au profit des spectacles purement théâtraux, c'est-à-dire ceux qui sont le plus appréciés du public. Mais le spectacle le plus enthousiasmant sous l'Empire demeure celui de l'amphithéâtre. Son origine est orientale et il ne se développe que tardivement. Le premier amphithéâtre de bois à Rome date de 52 avant notre ère, c'est-à-dire tout à fait à la fin de la République, et le premier construit en pierre en Italie est probablement celui de Pompéi vers 78 avant notre ère. Les spectateurs peuvent y suivre 2 types de spectacles, les chasses le matin et les combats de gladiateurs l'après-midi. Les chasses ne sont pas toujours sanglantes. Il arrive que l'on fasse défiler des fauves grimés, des lions peints en rose, des éléphants dressés dans un décor reconstitué et qui évoque l'Afrique. Mais elles montrent aussi ce qu'étaient les grandes chasses des rois hellénistiques dans leur domaine. Il faut bien se rendre compte
que pour le peuple, ces spectacles représentent ce que sont pour nous les documentaires que l'on peut voir à la télévision. Les combats de gladiateurs, eux, faisaient partie à l'origine d'un rite funéraire que l'on trouve en Italie, d'abord en Campanie, puis chez les Étrusques, avant d'arriver modestement à Rome vers 264 avant notre ère, c'est-à-dire au IIIe siècle. Ils étaient donnés sur des tréteaux de bois montés au forum. Former les gladiateurs au combat, qui n'étaient généralement pas des hommes libres, coûtait très cher. C'est pourquoi ils n'en mouraient pas 50%, comme on se l'imagine à chaque combat, mais en moyenne 10%. C'est déjà beaucoup. Certains d'entre eux étaient célèbres. Par exemple, celui dont on trouve le nom à Pompéi, alors que, nous le savons, il n'y a jamais combattu. Et il n'y avait pas les médias pour faire connaître les gloires locales. On trouvait leurs portraits sur des produits dérivés vendus autour de l'amphithéâtre, par exemple des petites lampes à huile. Notre regard sur ce type de spectacle sanglant est totalement à l'opposé de celui qu'avaient les Romains. D'abord parce que cette violence dans l'arène n'était pas plus forte, et peut-être moins, que celle qui régnait dans les rues et dans la vie quotidienne. Les Romains sont habitués à cette violence qui se ritualise dans les spectacles. Ensuite, si l'on avait interrogé des Romains de l'époque en leur demandant de noter les spectacles offerts pendant les Jeux, ils auraient attribué la plus mauvaise note au théâtre. Parce que le théâtre s'assimile pour eux à une forme de prostitution puisque les acteurs endossent une autre personnalité que la leur. Une loi interdisait d'ailleurs aux citoyens de monter sur les planches. Et la meilleure note reviendrait au combat de gladiateurs. Des hommes aussi peu sanguinaires que Cicéron, Sénèque ou Pline le Jeune reconnaissaient que ces hommes incarnaient le courage face à la mort, comme celui des grands ancêtres. Ils étaient en quelque sorte l'incarnation de la Virtus Romana. À une époque où le citoyen ne va plus à la guerre et se trouve de plus en plus oisif, ils montrent aux jeunes ce qu'était le courage des anciens et rendent aux Romains, par procuration, quelque chose de leur honneur traditionnel perdu. C'est ainsi que les loisirs nous permettent de mieux comprendre la mentalité romaine et comment ils furent le vecteur de l'identité et de la civilisation romaine à travers tout l'Empire.